Le garçon qui a défié les lois de l'ingénierie. Par une matinée encore endormie, baigné dans une lumière douce de l'aube, un bus scolaire s'immobilisa devant un immense bâtiment de verre qui scintillait sous les premiers rayons du soleil. Les portières s'ouvrirent dans un soupir d'air comprimé, et une ribambelle d'enfants, sac à dos sur les épaules, en descendit avec excitation. Rires, murmures et chaussures qui traînent rythmaient la scène. Pour la majorité, il ne s'agissait que d'une sortie scolaire banale, une visite dans une grande entreprise de technologie spécialisée dans les pièces de moteurs d'avions et de voitures électriques. Mais pour l'un d'eux, ce jour allait bouleverser sa vie et bien d'autres. Au milieu de cette classe de 6e, un garçon se distinguait non par sa voix, mais par son silence. Sébastien Morel, 11 ans, était l'un de ces enfants qu'on oublie parfois de remarquer. Calme, discret, souvent absorbé par ses propres pensées, il parlait peu, mais observait tout. Fils unique d'une mère célibataire bibliothécaire, il passait ses après-midi à démonter de vieux objets et à reconstruire des mécanismes avec des pièces recyclées. Le foot ne l'intéressait pas. Les jeux vidéo non plus. Ce qu'il aimait, c'était comprendre comment les choses fonctionnaient et pourquoi elles cessaient de fonctionner. À l'entrée de l'édifice, une femme élégante en tailleur bleu les accueillit avec un sourire professionnel. « Bienvenue chez Tecna », annonça-t-elle d'une voix claire. « Je suis Laura Garnier, responsable des relations avec les écoles. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment nous tentons de résoudre les plus grands défis de l'ingénierie moderne. » Les enfants se mirent en rang, certains chahutant, d'autres écarquillant les yeux devant les écrans interactifs du hall. Sébastien marchait à l'arrière, un petit carnet à la main, dans lequel il griffonnait sans cesse des schémas et des notes. Le groupe visita les laboratoires, les salles de test, les ateliers de prototypes. Mais à un moment, une salle vitrée retint l'attention de Sébastien. À travers le verre fumé, on apercevait une équipe d'ingénieurs en pleine discussion autour d'un plan de table couvert de croquis et d'une pièce métallique visiblement problématique. « Cela fait 3 semaines qu'on bute sur ce module », disait un homme aux cheveux gris, l'air épuisé. C'était Roberto Lugan, ingénieur en chef, une légende vivante dans l'entreprise. Si on ne trouve pas de solution, on perd le contrat. Sébastien s'arrêta net, comme s'il avait perçu quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Il scruta longuement la pièce, les gestes des ingénieurs, les plans. Le reste de la classe continua sans lui. Laura Garnier s'aperçut rapidement de son absence et revint sur ses pas. « Tu ne viens pas avec nous ?» demanda-t-elle doucement. Il tourna à peine la tête, le regard toujours rivé sur la salle. Puis, d'un ton calme, presque irréel, il répondit. Ils essaient de résoudre un problème de couplage rotatif dans un module de compensation dynamique. Laura resta figée, incrédule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je connais cette pièce. Elle est montée à l'envers. L'axe est inversé. Il griffonna encore quelques lignes dans son carnet, serein. Dans la salle, les ingénieurs poursuivaient leurs hypothèses, ignorant qu'un enfant venait, en quelques secondes, de déceler ce qu'eux n'avaient pas trouvé en 3 semaines. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, l'ambiance était lourde. 30 ingénieurs de haut niveau étaient réunis autour d'une table saturée de plans, d'outils, de simulateurs et de tablettes. Leur mission, comprendre pourquoi un composant central du nouveau moteur hybride échouait systématiquement en test réel. Ce module devait stabiliser le transfert d'énergie entre le moteur principal et les systèmes secondaires. Mais il renvoyait des données incohérentes, malgré les simulations impeccables. Peut-être que le problème vient de l'interaction avec le mouvement réel, proposa l'un. On a testé ça. Ce n'est pas ça, répondit un autre. Plus de 240 essais. 3 audits externes. Des nuits blanches. Aucune solution. Dans le couloir, Sébastien continuait à observer. Il ne bougeait presque pas, mais son esprit travaillait à toute vitesse. « Tu connais cette pièce ?» demanda Laura, à la fois curieuse et troublée. Quelque chose de similaire. Mon grand-père avait un vieux manuel sur les turbines. Puis, d'une voix posée, si on tourne l'axe de 180 degrés et qu'on reconfigure la polarité du capteur, le système se stabilisera. Laura le fixa. Il ne récitait pas. Il savait. Chaque mot était pesé. Elle frissonna. Sébastien. Tu réalises ce que tu es en train de dire? Il acquiesça, sans détourner les yeux. Le problème est physique. Pas numérique. Il cherche dans le logiciel, mais c'est l'assemblage mécanique qui est fautif. À cet instant, Roberto Lugan sortit de la salle, un café à la main. Il surprit leur échange.
Que se passe-t-il ici, gronda Théil, d'un ton sec. Laura prit une inspiration. Cet enfant pense que le dysfonctionnement vient d'un axe inversé. Il dit que ce serait une erreur de montage, pas un bug informatique. Roberto éclata d'un rire sceptique. Tu as quel âge, gamin? 11 ans. Roberto haussa les sourcils. Un gosse de 11 ans prétendait avoir trouvé la solution à leur cauchemar technique? Il retourna dans la salle en secouant la tête, mais les paroles du garçon s'inscrivirent quelque part dans son esprit. Par curiosité ou intuition, il modifia la configuration du module dans le simulateur. Il pivota l'axe, ajusta la polarité. Les écrans clignotèrent. Puis, lentement, les valeurs commencèrent à se stabiliser. Le silence se fit. Un ingénieur demanda. « Tu as changé quoi ?» Roberto répondit, presque incrédule. « J'ai juste tourné l'axe. Reconfigurer la polarité. C'est un gosse qui me l'a dit. » Tous tournèrent la tête vers la vitre. Sébastien était encore là, son carnet à la main, immobile. Un silence respectueux suivit. Puis Roberto déclara. « Faites-le entrer. » Ce fut ainsi que, pour la première fois, un enfant en uniforme scolaire franchit les portes d'une salle de recherche avancée réservée aux plus grands ingénieurs du pays. Sébastien entra, comme on entre dans un sanctuaire. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans son allure, des chaussures élimées, une chemise blanche froissée, un carnet abîmé. Mais dans ses yeux brillait une clarté que peu possédaient. Des murmures fusèrent. C'est une blague? Il doit être le fils d'un employé. Sébastien ne dit rien. Il s'approcha calmement de la table. Ses yeux balayèrent la pièce métallique, les capteurs, les fixations, les interfaces. Puis il leva la tête vers Roberto. « Je peux poser une question ?» Roberto croisa les bras. « Vas-y. » Le garçon montra un point précis du module. « Pourquoi ce capteur est-il placé ici? Il mesure la charge, mais n'est pas aligné avec la direction de tension réelle. S'il est décalé de 12 degrés, il capte des interférences. » Les ingénieurs échangèrent un regard. Un frisson parcourut la pièce. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la chance. C'était un regard neuf, libre des conventions, porté par une intelligence brute et une logique pure. Ce jour-là, un enfant a vu ce que 30 ingénieurs n'avaient pas vu. Mais plus encore, il leur a rappelé pourquoi ils avaient un jour choisi de devenir ingénieurs, non pas pour les titres, les protocoles ou les honneurs, mais pour comprendre. Pour inventer. Pour oser. Sébastien ne changea pas le monde en un jour. Mais ce jour-là, il a changé le regard que le monde portait sur lui. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer une révolution. Combien de fois avez-vous tenté d'inverser l'axe avant de calibrer le couple? Demanda Sébastien d'un ton calme mais assuré. Un murmure gêné parcourut la salle. Les regards se croisèrent, certains surpris, d'autres agacés. Un jeune ingénieur, sans doute le plus novice du groupe, leva les yeux vers l'enfant avec étonnement. Aucune, répondit-il après un moment d'hésitation. L'axe a été conçu pour une seule direction. Alors l'erreur ne vient pas de la conception de l'axe, répliqua Sébastien avec une clarté implacable, mais de l'hypothèse sur sa fonction. Un silence épais et pesant s'abattit sur la pièce, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Roberto serra, les lèvres crispées, prit la parole. Tu comprends ce que cela implique? Tu es en train de remettre en question la logique de base de toute notre architecture système. Oui, répondit simplement l'enfant. Parce que c'est cette logique qui est défaillante. Un des ingénieurs ricana, un rire sec et condescendant. Très bien, très bien. Et que propose notre petit génie? Qu'on remplace toute la chaîne d'assemblage juste parce que ça ne lui plaît pas? Il n'est pas nécessaire de tout changer, dit Sébastien, toujours aussi serein. Il suffit d'ajuster la séquence de rétroaction et de reconfigurer le sens de lecture. Les visages se figeaient, entre stupéfaction, scepticisme et un brin d'amusement. Un homme se leva, visiblement irrité, et s'adressa à Laura Garnier, l'ingénieur responsable de la visite. C'est insensé. Nous avons une réunion cruciale avec les investisseurs dans 3 jours, et tu nous amènes, ça? Laura baissa les yeux. Ce n'était pas son intention de semer le trouble. Elle voulait simplement offrir aux élèves une journée éducative. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'un enfant bouleverse l'ordre établi avec une seule question. Écoutons-le encore une minute, s'il vous plaît, dit-elle dans un souffle.
Mais tout le monde ne partageait pas sa patience. Le docteur Adrien Chevalier, une sommité dans l'ingénierie, se leva lentement, les mains dans les poches. Il s'approcha de Sébastien, le fixant de son regard dur. « Dis-moi, Sébastien. Tu sais combien d'années d'études j'ai faites ? » « Non, » répondit l'enfant honnêtement. « 32. J'ai travaillé chez Airbus, Tesla, et dans 2 agences spatiales. Tu sais ce que ces entreprises ont en commun ? Elles ont toutes eu un jour des gens qui se sont trompés, répondit l'enfant d'une voix tranquille. Cette fois, un petit rire éclata dans la salle. Mais ce n'était ni moqueur, ni méprisant. C'était un rire d'étonnement. La réponse, bien que simple, avait touché juste. Adrien resta figé, sans mots. C'est alors que Martin Dupuis, un jeune ingénieur resté silencieux jusqu'à présent, fit un pas en avant. « Sébastien, est-ce que ça te dérangerait de nous montrer ce que tu trouves incorrect dans notre design ?» L'enfant hocha la tête. Il sortit calmement son carnet de son sac, le posa sur la table, et l'ouvrit à une page couverte de croquis soignés. Les schémas étaient précis, complexes, élégants. Au centre, une modification subtile mais fondamentale de la pièce d'origine. Pendant un instant, la tension dans la pièce céda la place à une concentration pure. La salle, jusqu'alors théâtre de lutte d'ego, devint un espace d'écoute. Derrière la vitre, un homme observait sans être vu. Il s'agissait de Monsieur Delcourt, directeur général de Technéa. Il n'avait pas été convié officiellement, mais des rumeurs étaient parvenues jusqu'à lui. Ce qu'il voyait maintenant le laissait sans voix. Cet enfant n'était pas ordinaire. Martin Dupuis prit le carnet entre ses mains comme s'il manipulait une pièce d'art. Il parcourut les schémas avec attention, son expression changeant lentement de l'incrédulité à l'admiration, puis au respect. « C'est cohérent, » murmura-t-il. « Ce n'est pas un dessin d'enfant. C'est une refonte complète. »« Que veux-tu dire ?» demanda Adrien Chevalier depuis le fond de la pièce. « Je veux dire que si nous mettons en œuvre ce que propose cet enfant, nous pourrions stabiliser le module sans modifier son architecture externe. » Le changement d'atmosphère fut instantané. Là où il y avait du sarcasme, naquit une curiosité mêlée de respect. Une brèche venait de s'ouvrir dans l'armure de l'expertise. Laura sentit un frisson. Elle ne contrôlait plus ce qui se passait, mais elle savait qu'elle ne devait surtout pas l'interrompre. « Tu peux l'expliquer toi-même » demanda Martin à l'enfant. Sébastien acquiesça et s'avança vers le tableau numérique. Il s'y installa avec une aisance qui stupéfia l'auditoire. Il redessina calmement sa proposition, reconfiguration de la séquence de couple, inversion de l'axe avec un ajustement angulaire progressif, et inversion du signal de lecture du capteur. Ainsi, on évite le saut binaire que vous essayez de corriger par logiciel, expliqua-t-il. Parce que l'erreur n'est pas numérique. Elle est structurelle. Roberto Lugan, jusqu'ici impassible, s'approcha. Il examina les schémas avec attention, puis déclara d'une voix grave. « On va l'essayer. » Un choc parcourut la pièce. « Quoi ?» s'écria Adrien. « Tu vas mettre en œuvre ce qu'un enfant a griffonné dans un carnet ? Non. On va le simuler. Ou, tu as peur que ça marche ? » Les ingénieurs se mirent en mouvement. Les plans furent numérisés. Martin et Sébastien travaillèrent côte à côte. Le fichier fut chargé dans le simulateur dynamique. Au fond du laboratoire, Monsieur Delcourt observait toujours, fasciné. Il avait reçu une alerte de sécurité pour intrusion d'un mineur en zone restreinte. Mais au lieu d'intervenir, il avait attendu. Et il avait bien fait. Le simulateur émit un bip. « Stabilisé », murmura Martin. 0 échec sur 300 cycles. Roberto recula d'un pas, sous le choc. « Ce n'est pas possible ?» »« C'est possible », confirma Martin. La solution était là, sous nos yeux. Et aucun de nous ne l'a vue. Tous se tournèrent vers Sébastien. Certains avec admiration, d'autres avec gêne. Mais l'enfant ne célébrait pas. Il ne souriait même pas. Il observait simplement, comme si tout cela n'était qu'une simple conséquence logique. « Et toi, comment savais-tu tout ça ?» demanda Roberto, stupéfait. « Je ne le savais pas. Je l'ai juste vu. » À cet instant, Monsieur Delcourt entra dans la pièce. Tous se tournèrent vers lui, figés. Laura devint pâle. Roberto fronça les sourcils. « Du calme, » dit Delcourt de sa voix grave. « Je ne suis pas ici pour interrompre.
Je suis venu féliciter l'ingénieur le plus jeune à avoir franchi ses portes. Il tendit la main à Sébastien, qui la serra timidement. Quel est ton nom? Sébastien Morel. Je m'en souviendrai, Sébastien. Et je ne serai pas le seul. Ce qui venait d'être scellé dépassait de loin une simple réussite technique. Un destin venait d'être déclenché. Un silence profond s'installa dans la salle. Aucun applaudissement, juste cette lourde certitude, quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Certains ingénieurs échangeaient des regards, d'autres baissaient les yeux. Sébastien, lui, referma simplement son carnet et le rangea dans son sac à dos. « Je peux retourner avec mon groupe » demanda-t-il simplement. « Bien sûr, mon garçon » répondit Delcourt avec un sourire. « Mais avant, j'aimerais parler à ta professeure. » Laura accompagna Sébastien vers la sortie. Même une fois la porte refermée, son nom semblait encore résonner dans la pièce. « Quel genre d'enfant est-ce » murmura Adrien, abasourdi. « Un génie » répondit Martin sans la moindre hésitation. L'un de ceux qui ne naissent qu'une fois par génération. Dans la cour, Sébastien retrouva son groupe. Personne ne semblait remarquer ce qu'il venait d'accomplir. Tandis que ses camarades riaient, prenaient des photos, ou jouaient à la course, lui s'installa tranquillement sous un arbre et sortit son carnet. Il se mit à dessiner une turbine qu'il avait entrevue plus tôt dans un atelier. La professeure de sciences, Camille Estrade, s'approcha doucement. « Ça va ? Laura m'a dit que tu étais dans une des salles. » « Oui, » répondit-il sans relever les yeux. « Je leur ai juste montré quelque chose. »« Ils t'ont bien traité ?»« Oui. » Camille le regarda en silence. Elle le connaissait depuis 2 ans. Elle savait qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. Mais ce qu'elle venait d'apprendre changeait tout. Sébastien, l'enfant invisible devenu lumière. Il était différent. Peu sociable, certes, mais ce n'était pas de la timidité. Non. C'était autre chose. Comme si son univers intérieur était si vaste, si foisonnant, qu'il n'avait tout simplement pas besoin du monde extérieur pour s'évader. Tandis que les autres enfants cherchaient le tumulte, Sébastien, lui, trouvait la paix dans le silence. Dans le bâtiment en verre et acier de Technéa, Édouard Delcourt, directeur général, demanda une enquête discrète à propos de l'enfant. Il s'était montré bien trop brillant pour passer inaperçu. « Je ne veux pas d'éclaboussures médiatiques », précisa-t-il à son assistant. « Je veux juste savoir qui il est. » En consultant les dossiers scolaires, les informations se révélèrent étonnamment maigres. Sébastien Morel, 11 ans. Fils unique. Mère, Claire Morel, bibliothécaire dans une école primaire. Pas de diplôme universitaire, pas de réseaux sociaux, une vie discrète dans un quartier modeste. Père absent. Rien de particulier. Et pourtant, un détail attira l'attention, aucun dossier médical, aucun suivi psychologique, aucune inscription à un concours, une olympiade ou un programme pour enfants précoces. C'était comme s'il avait grandi dans une brume douce et impénétrable. Invisible pour le système. Et comment a-t-il pu arriver ici sans que personne ne le remarque, murmura Édouard Delcourt. Peut-être n'a-t-il jamais eu besoin d'être remarqué, répondit Laura Garnier, son assistante, qui avait tout entendu depuis l'entrée. Tu crois qu'il comprenait tout ce qu'il disait ce jour-là? Je ne le crois pas, répondit-elle. J'en suis certaine. Il a un esprit formé autrement. D'une manière que nous ne comprenons pas encore. Ce soir-là, dans leur modeste appartement, Sébastien dînait en silence avec sa mère. Leur routine. Claire, en face de lui posa une simple question, « Alors, cette sortie scolaire ?» Bien. C'était intéressant, répondit-il. Elle lui sourit, paisiblement. Elle savait que son fils ne disait que ce qui avait du sens. Il ne parlait jamais pour remplir l'air. Tu as appris quelque chose de nouveau. Sébastien hésita, leva les yeux. Non. Mais pour la première fois, on m'a écouté. Claire le regarda longuement. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que ce moment comptait. Elle lui ébouriffa les cheveux et commença à débarrasser la table. Dans son sac à dos, ouvert sur le bureau, un carnet montrait une page spéciale, un schéma corrigé du système de propulsion. En bas, une phrase, griffonnée d'une écriture droite. Si tout le monde regarde la même chose et que personne ne voit l'erreur, c'est peut-être qu'il regarde dans la mauvaise direction. Pendant ce temps, chez Technéa, une équipe d'ingénieurs travaillait d'arrache-pied.
Le module était enfin stabilisé, les investisseurs rassurés, les échéances tenues. Mais personne ne trouvait le sommeil. Non pas à cause de la fatigue, ni du stress. Mais parce qu'ils avaient été surpassés par un enfant. Et ce n'était que le début. 2 jours après l'incident, une lettre officielle fut envoyée au lycée public Thomas Edison. Elle portait le sceau doré de Technea, la société d'ingénierie la plus prestigieuse du pays. À l'intérieur, une invitation à l'intention de Sébastien Morel. Il souhaitait le recevoir de nouveau, cette fois pour une journée complète d'observation dans leur laboratoire principal. Lorsque la directrice lut la lettre, elle crut d'abord à une mauvaise blague. Même Sébastien, en recevant l'annonce, demanda plusieurs fois s'il ne s'agissait pas d'une erreur. Camille Estrade, sa professeure de sciences, confirma avec un sourire. « Oui, Sébastien. C'est bien toi qui as trouvé la panne que 30 ingénieurs n'arrivaient pas à expliquer. » « Mais comment ?» demanda un autre professeur. « Il ne participe même pas au concours scientifique. Il n'a jamais cherché à se faire remarquer. »« Parce qu'il ne cherche pas la reconnaissance, » répondit Camille. « Il cherche à comprendre. » La nouvelle se répandit vite dans les couloirs du lycée. Certains enseignants commencèrent à le regarder autrement, avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Mais Sébastien, fidèle à lui-même, continuait d'arriver tôt, son carnet en main, toujours assis au dernier rang, ne parlant que lorsqu'on lui posait une question directe. Ce même après-midi, une voiture aux vitres teintées s'arrêta devant leur immeuble. Claire ouvrit la porte, les mains encore couvertes de farine, le tablier de cuisine froissé. « Madame Claire Morel ? » ? « Oui. »« Que se passe-t-il ? » ? « Nous sommes représentants de Technea. Nous venons pour parler de votre fils. » »« Il lui est arrivé quelque chose ? » ?»« Non. Il a accompli quelque chose d'extraordinaire. » Ils l'invitèrent à les accompagner avec Sébastien dans les locaux. Ils voulaient lui expliquer ce que son fils avait accompli. Lui parler d'avenir. Elle hésita, méfiante. Mais accepta. Pendant le trajet, elle ne parla presque pas assis à côté d'elle, Sébastien regardait le paysage défiler avec un calme étrange. Pas de peur. Juste, l'intuition que quelque chose changeait. Chez Technea, ils furent accueillis par Édouard Delcourt et Laura Garnier. « Madame Morel, c'est un honneur de vous recevoir, dit-il. Votre fils nous a profondément impressionnés. » Claire le regarda, puis se tourna vers son enfant. Sébastien ne fait qu'observer. Il a toujours été comme ça. Mais ce qu'il observe, il le comprend. Et ce qu'il comprend, il le transforme. Ils leur montrèrent les laboratoires, les plans désormais repensés. En bas de ces schémas, une petite mention manuscrite, inspirée du carnet de Sébastien Morel. Édouard demanda, a-t-il déjà été évalué professionnellement ? Par un neurologue, un psychologue ? Oui, quand il avait 5 ans. On a parlé d'hypersensibilité cognitive. Mais il n'y avait pas de moyens pour poursuivre les examens. Alors, on a fait avec. Et comment a-t-il appris tout cela ? Claire baissa les yeux. Mon père était mécanicien aéronautique. À la retraite. Il lui expliquait tout, avec des pièces usées, des manuels déchirés. Il est mort il y a 2 ans. Un silence lourd s'installa. Donc tout ce qu'il sait, il l'a appris seul, murmura Laura, bouleversée. Non. Pas seul. Avec des livres d'occasion. Des objets cassés. On n'a jamais eu grand-chose. Mais lui, il voit ce que moi, je n'ai jamais su voir. Avant de repartir, Sébastien s'arrêta devant un énorme moteur de turbine exposé dans le hall. « Je peux le toucher ?» demanda-t-il. « Bien sûr », répondit Édouard. Il posa sa main sur le métal glacé. Ferma les yeux. « Tu sais ce que tu touches ?» demanda Laura, curieuse. « Oui. Une carte de pression. Une danse de chaleur. C'est comme s'il me parlait. » Édouard se tourna vers Laura, « Je veux que vous enquêtiez sur tout ce que nous pouvons légalement entreprendre. Cet enfant ne doit pas nous échapper. » Mais Sébastien n'était pas un projet. Il était une tempête silencieuse. Une anomalie sacrée. Une promesse vivante à laquelle personne n'était encore prêt. Les jours suivants, il revint 2 fois à Technea. Pas comme invité. Comme collaborateur. On lui donnait des plans incomplets, des exercices simulés. Et chaque fois, il repérait l'élément invisible, l'erreur ignorée, le détail oublié.
Ce n'est pas de la magie, disait Martin Lapointe, ingénieur senior, fasciné. C'est de la logique pure. Sans le bruit de l'ego. Sans la peur de se tromper. Martin devint une sorte de mentor officieux. La seule à le traiter comme un égal, pas comme un trophée ou un phénomène de foire. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Dans une salle de pause, deux ingénieurs murmuraient. Ça va trop loin. Ce gamin est en train de nous remplacer. Et tu proposes quoi? Qu'on fasse comme s'il n'existait pas? Non. Mais on ne peut pas laisser un enfant, sans diplôme, décider de l'avenir d'une entreprise de cette envergure. Tu entends ce que tu dis. Et toi, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer? Ils avaient passé des années à étudier, à se former, à concourir pour des places convoitées, à gravir les échelons avec rigueur et ambition. Et voilà qu'il suffisait d'avoir 11 ans et un simple cahier pour tout remettre en question. Cette pensée, d'abord furtive, s'insinua comme une graine dans l'esprit de plusieurs ingénieurs. La graine de la résistance. Pendant ce temps, Sébastien sentait que quelque chose avait changé autour de lui. Ce n'était pas de l'hostilité franche. C'était plus insidieux, des regards fuyants, des demi-mots chuchotés dans les couloirs, des silences qui pesaient davantage que les reproches. Même Laura, pourtant si bienveillante envers lui, ne pouvait cacher son inquiétude. « Tu te sens bien ici ?» lui demanda-t-elle un jour, alors qu'il s'appliquait à modéliser un système d'amortissement thermique. « Oui. Mais eux, non. Eux. Ceux qui ne veulent plus se tromper, parce qu'ils croient que l'erreur les rend moins bons. » Laura resta sans voix. En quelques mots, l'enfant avait formulé ce qu'elle-même n'avait jamais réussi à nommer. À la maison, Claire Morel observait des changements subtils chez son fils. Il ne parlait pas davantage, mais quelque chose bouillonnait en lui. Il passait des heures à dessiner, se réveillait parfois en pleine nuit pour griffonner des idées sur un carnet. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le silence paisible de leur petit appartement, il leva les yeux vers sa mère et dit doucement. « Quand quelque chose est cassé, il faut toujours essayer de le réparer. »« De quoi parles-tu ? » ?»« Des gens. » Claire le fixa tendrement. « On ne peut pas toujours réparer ce qui est brisé, mon chéri. Parfois, il faut apprendre à aimer ce qui reste encore intact. » Sébastien ne répondit pas. Mais cette nuit-là, il dessina quelque chose de nouveau. Ce n'était pas un moteur. Ni un circuit. C'était un visage humain, traversé de lignes fracturées. Et en dessous, il ajouta une simple note, le problème le plus complexe est celui qui refuse d'être résolu. Quelques jours plus tard, Martin reçut un appel de M. Delcourt. Une réunion privée. Il parlait d'un projet hautement confidentiel. Très ambitieux. Il disait avoir besoin de créativité brute, de pensée vierge, de regards qui ne soient pas encore corrompus par les limites apprises. « Tu veux que Sébastien le voie ?» demanda Martin, surpris. « Non. Je veux qu'il le dirige. » Martin resta interdit. C'était un enfant. Et pourtant, il était le seul capable de voir ce que personne d'autre n'osait regarder. Le jour dit, Sébastien fut conduit dans une aile du bâtiment qu'il ne connaissait pas encore. Derrière une porte blindée, un laboratoire futuriste, plongé dans la pénombre. Écran noir, projection holographique, une salle expérimentale. Un projet top secret, connu sous le nom de Code System ORA. Une technologie hybride d'énergie, capable d'alimenter des villes entières. « Nous voulons ton avis, » dit M. Delcourt. « Et si possible, une solution. » Sébastien s'approcha calmement. Il scruta les données qui flottaient autour de lui comme des lucioles numériques. Puis, d'une voix douce, il déclara. « Tout cela repose sur une idée fausse. » Laquelle ? Que la limite est technologique. Et où se trouve-t-elle, alors ? Dans ce que les gens acceptent de voir. Monsieur Delcourt sourit. Mais à quelques kilomètres de là, dans un bureau feutré, Adrien Chevalier rédigeait un rapport confidentiel. Un document visant à restreindre l'accès de Sébastien à certains départements. Sous prétexte qu'on ne pouvait pas confier l'avenir d'une entreprise à l'intuition d'un enfant. Ce qu'il ignorait, c'est que cet enfant ne se contentait pas de transformer des schémas. Il commençait à métamorphoser l'âme de ceux qui l'approchaient. Un matin comme un autre, Sébastien arriva tôt à Tecna. Le projet Système entrait dans sa phase de révision technique. Martin l'accueillit avec un sourire teinté d'inquiétude. « Il y aura une présentation aujourd'hui » annonça-t-elle.
Le conseil d'ingénierie, des cadres, et même la presse interne seront là. Pourquoi? Ils veulent voir les avancées. Et, ils veulent que tu présentes une partie. Sébastien ne s'y a pas. Sont-ils prêts pour ça? Certains, oui. D'autres veulent juste te voir échouer. Ce que Sébastien ignorait, c'est que dans l'ombre, Adrien Chevalier et 2 complices avaient trafiqué la simulation qu'il utiliserait. Leur objectif était limpide, provoquer son échec en public, pour pouvoir dire ensuite, voyez? Même un génie de 11 ans se trompe. Une simple question de hiérarchie, de territoire. À 10 heures précises, l'auditorium débordait de monde. Plus d'une centaine de personnes. Monsieur Lefebvre, ingénieur émérite, était là. Laura Garnier, anxieuse, s'était installée au premier rang. Claire Morel, silencieuse et droite, se tenait au fond. Monsieur Delcourt monta sur scène. Aujourd'hui, dit-il, nous voulons partager bien plus que des données techniques. Nous voulons vous montrer ce qui se passe quand un regard neuf s'ouvre sur le monde sans filtre. Il appela Sébastien. L'enfant s'avança, un carnet sous le bras. Pas de feuilles, pas de diapo. Juste une tablette connectée. Il exposa sa solution, une redistribution modulaire du système ORA, augmentant l'efficacité de 17%, sans modifier l'infrastructure de base. Tout se passait à merveille, jusqu'à ce qu'il lance la simulation. Sur l'écran géant, les données s'effondrèrent. Instabilité. Échec critique. Un frisson parcourut la salle. Certains baissèrent la tête. D'autres se tournèrent vers Delcourt. Adrien, au 2e rang, esquissa un sourire satisfait. Sébastien fixait l'écran sans cligner des yeux. Il y a quelque chose qui cloche, dit-il calmement. On dirait que ton idée n'a pas marché, lança une voix moqueuse dans le public. Mon idée fonctionne. Ce qui ne va pas, c'est ça. Il se mit à taper sur sa tablette. Ouvrit les logs du système. Comparait les schémas, accéda au registre. Et soudain, il le vit, le module 3 avait été inversé. Un capteur de réponse trafiqué. Martin monta aussitôt sur scène. Elle vérifia. Son visage se figea. C'est une manipulation. Ce n'est pas une erreur, c'est du sabotage. Un silence glacé s'abattit. Sébastien prit la parole, toujours serein. Les idées ne tombent pas toutes seules. Il faut quelqu'un pour les saboter. Laura se leva. Monsieur Delcourt ordonna un audit immédiat. Claire monta sur scène et saisit doucement la main de son fils. Il ne pleurait pas. Il ne tremblait pas. Il serrait son carnet, comme un talisman. Tu veux partir? Murmura-t-elle. Non. Ce n'est pas à eux de décider quand ça se termine. Des heures plus tard, dans une salle close, les conclusions de l'audit tombèrent comme un coup près. Adrien Chevalier et 2 collègues avaient accédé au système quelques heures avant la présentation. Ils avaient modifié les données. Ils furent suspendus dans la foulée. Mais ce n'était pas tout. L'après-midi même, Sébastien retourna sur scène. Il corrigea les erreurs, relança la simulation en direct, expliqua chaque ligne, chaque interaction, chaque ajustement. Et cette fois, le système fonctionna à la perfection. Sa proposition tenait. Elle brillait même. La salle se leva d'un seul homme. Les sceptiques, les jaloux, les curieux. Tous l'applaudirent longuement. Quand tout fut terminé, Sébastien descendit de scène. Il retrouva sa mère. Je crois que cette fois, j'ai vraiment appris quelque chose de nouveau. Quoi donc? Que ça ne suffit pas d'avoir raison. Claire le serra fort contre elle. Et que faut-il alors? De la patience. Et savoir quand parler. Et quand se taire. En quelques jours, l'histoire de Sébastien Morel dépassa les murs de Tecna. D'abord une note interne, puis un article sur le blog de l'entreprise. Et enfin, un journaliste tech tomba sur la vidéo de la présentation. Il n'en fallut pas plus. L'affaire devint virale. Un enfant de 11 ans détecte une faille ignorée par 30 ingénieurs. Sabotage déjoué chez Tecna. Le prodige qui redéfinit l'innovation. Mais pour Claire, cela restait simplement son fils. Et pour Sébastien, ce n'était que le début. Le génie d'un enfant, la naissance d'un espoir. Il y a des jours où l'on assiste, sans même le comprendre immédiatement, à la naissance de quelque chose de rare, presque sacré.
Ce jour-là, c'est dans une salle de classe anonyme, quelque part dans une école ordinaire, que le nom de Sébastien Morel commença à s'élever. Un enfant discret, à peine âgé de 11 ans, dont les idées allaient secouer les fondations du monde scientifique. Les médias, toujours en quête de sensations, ne tardèrent pas à se précipiter aux grilles de son établissement scolaire. Sa mère, Claire Morel, une femme simple, bibliothécaire sans réseau social ni visibilité, vit son téléphone sonner à toute heure. Des appels provenant de l'étranger, de journalistes, de fondations prestigieuses, de directeurs de laboratoires. Tous avaient la même demande, rencontrer l'enfant prodige. Il pourrait représenter notre pays dans des concours internationaux, disait-il. Nous voulons lui offrir une bourse complète dans nos établissements à l'étranger. La directrice de l'école, jusqu'alors indifférente à son profil effacé, changea radicalement de ton. Elle parlait désormais de Sébastien comme de « notre fierté nationale », un trésor éducatif. Mais au milieu de cette soudaine agitation, une voix resta calme et fidèle, celle de Camille Estrade, son professeur. Elle refusait de le propulser sous les projecteurs. Elle le protégeait avec une tendresse discrète. Un jour, elle lui demanda simplement. « Tu veux leur parler ? » ?»« Je ne sais pas. Je n'aime pas quand tout le monde parle en même temps. Tu peux choisir qui écouter, Sébastien. Mais eux ne m'écoutent pas, moi. » Pendant ce temps, chez Technéa, l'un des plus grands centres de recherche technologique du pays, Édouard Delcourt convoquait une réunion d'urgence avec son conseil. Il avait une proposition inédite, lancer un programme de mentorat scientifique pour les jeunes talents, en commençant par Sébastien. On ne peut pas laisser une intelligence pareille être broyée par la bureaucratie de notre système éducatif. Et s'il part à l'étranger, demanda un conseiller. Alors il partira en sachant que nous avons été les premiers à reconnaître sa lumière. Laura Garnier, l'ingénieur chevronné que Sébastien avait impressionné lors de sa première visite, proposa une idée encore plus audacieuse. Et si nous engagions sa mère comme bibliothécaire chez Technéa ? Elle pourrait l'accompagner, sans bouleverser son équilibre familial. La proposition fut acceptée à l'unanimité. Ce soir-là, Claire s'assit face à son fils, dans leur modeste cuisine. Entre eux, une pile d'enveloppes au logo flamboyant, laboratoire, université, centre de recherche. Certaines venues du Japon, d'autres de Stanford, du CNRS. On t'offre des choses que même les étudiants universitaires ne voient jamais, dit-elle. Des voyages, des bourses, des outils. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Elle marqua une pause. Partir peut t'ouvrir le monde, Sébastien. Mais ça peut aussi te fermer des choses que tu n'as pas encore découvertes ici, les amis, l'odeur de ta maison, les mots que tu comprends sans avoir besoin de les traduire. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Claire lui caressa les cheveux. Ce que tu ferais si c'était une pièce cassée, regarde à l'intérieur, puis décide. Le lendemain, Sébastien entra dans les locaux de Technéa, son carnet sous le bras, le regard décidé. Il demanda à voir Monsieur Delcourt, Laura Garnier et Martin, un autre ingénieur qu'il respectait. « Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez offert, » dit-il d'un ton calme. « Mais je ne veux pas devenir un symbole, ni un cobaye. »« Ce n'est pas notre intention, » répondit Monsieur Delcourt avec gravité. « Nous voulons seulement t'offrir ce que tu mérites. Alors laissez-moi venir ici, mais seulement si je peux dessiner en paix. Sans caméra. Sans applaudissements. Sans discours. » Monsieur Delcourt lui tendit la main, un sourire sincère au coin des lèvres. Marché conclu. Cet après-midi-là, dans un coin tranquille du laboratoire, Sébastien ouvrit une nouvelle page. Ce n'était pas un moteur qu'il esquissa. C'était une ville. Une ville vivante. Un réseau d'énergie reliant les foyers modestes au centre de recherche, un système fluide, sans hiérarchie, sans frontières. Et tout en bas de la page, il écrivit. L'intelligence véritable ne cherche pas à briller. Elle cherche simplement à servir. Ce que Sébastien ignorait, c'est qu'à l'extérieur de la pièce, un homme l'observait déjà. Un visiteur discret. Il ne portait ni costume, ni cravate, ni sourire commercial. Juste une chemise froissée, des lunettes rondes, un sac à dos en cuir usé. Il s'appelait Léonard Marchand. Professeur en système complexe à l'Institut Polytechnique de Lyon, l'un des centres les plus prestigieux du monde. Je ne suis pas venu pour lui offrir une bourse, dit-il à Monsieur Delcourt. Je suis venu pour l'inviter à penser autrement. Il fut conduit à une petite salle sans vitre ni écran, où il retrouva Sébastien. Il lui parla comme à un vieil ami.
J'ai vu tes dessins. Ils ne sont pas juste techniques. Ils ont ce que nous appelons une âme structurelle. C'est quoi? Demanda Sébastien. C'est quand une machine ne se contente pas de fonctionner. Elle respire avec toi. Ça ne s'enseigne pas. Ça se ressent. Le garçon resta silencieux. Viens à Lyon pendant 1 mois. Pas pour étudier. Pas pour montrer. Juste pour observer. Et si ça ne me plaît pas? Tu nous serres la main, tu laisses un mot, et tu rentres chez toi. Le soir, Claire fut mise au courant. Tu n'es pas obligé d'accepter, dit Laura. Mais cette invitation est réelle. Et rare. Sébastien ne mangea pas. Il s'enferma dans sa chambre, dans le noir. Claire ne força rien. Elle glissa juste une tasse de thé devant sa porte, accompagnée d'un carnet à la couverture blanche. Le lendemain matin, il l'ouvrit et y écrivit. Il ne s'agit pas d'où l'on m'emmène, mais d'où je peux emmener ce que je suis. Il accepta. L'aéroport fut un univers inconnu. Les annonces dans des langues étrangères, les contrôles, les foules. Mais Sébastien ne tremblait pas. Il observait, curieux. À Lyon, Léonard l'attendait avec un petit groupe de chercheurs. Aucun tapis rouge. Aucune révérence. Juste une invitation à participer. À observer. À réfléchir. Pendant des semaines, Sébastien circula parmi les laboratoires comme une lumière tranquille. Il ne parlait pas beaucoup. Mais chaque fois qu'il traçait quelque chose dans son carnet, des regards se tournaient. Ses idées devenaient, sans effort, des solutions techniques. On n'a jamais vu ça, confia une ingénieure. Ce n'est pas du talent, c'est une autre manière de voir. Un midi, Léonard lui demanda. Qu'est-ce qui te manque le plus de chez toi? Le silence, répondit l'enfant. Ici, il y a trop de réponses. Pas assez de questions. Quand le mois toucha à sa fin, Sébastien rentra chez lui. Il n'emporta ni trophée, ni diplôme, ni photo. Juste un carnet rempli d'idées et une lettre, signée par l'équipe de Lyon. Sébastien Morel est le bienvenu ici, quand il le souhaite. Non comme élève, mais comme maître. À l'aéroport, Claire l'attendait. Elle ne dit rien. Elle le prit dans ses bras. C'était bien? Oui. Tu vas repartir là-bas? Pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore terminé ce que j'ai commencé ici. Le lendemain, Sébastien retourna à Technéa. Non pas au laboratoire, mais à la cafétéria. Il ouvrit son carnet et fit appeler Martin. J'ai une idée. Encore une? Une dernière, pour l'instant. Sur la page, il n'y avait ni moteur ni ville. Il y avait une école. Un lieu ouvert, où les enfants comme lui pourraient créer, expérimenter, comprendre. Un endroit où il n'aurait pas fallu une excursion pour être entendu. Et en bas de la feuille, il écrivit. Peut-être que je ne suis pas le plus intelligent. Peut-être que j'ai seulement été le premier à qui on a laissé la chance d'essayer. Les semaines passèrent. Sébastien retrouva sa routine. L'école, les dessins, les cahiers. Mais en lui, une graine avait germé. Elle n'était pas visible. Elle ne faisait pas de bruit. Mais elle grandissait, avec une seule promesse. Construire un monde où l'intelligence n'est pas un privilège, mais une possibilité offerte à tous. Sébastien franchit le seuil avec une détermination tranquille. Dans sa main, il ne tenait pas un nouveau schéma mécanique ni un plan d'optimisation énergétique. Il portait une simple chemise cartonnée remplie de feuilles imprimées, de croquis au crayon, de schémas griffonnés à la main. Ce n'était pas un nouveau système, non. C'était une école. Qu'est-ce que c'est? Demanda Laura, intriguée. Une proposition, répondit-il. Pour construire une salle de classe spéciale. Pour les enfants qui, comme moi, voient le monde autrement, mais n'ont personne à qui montrer ce qu'ils voient. Laura feuilleta les pages, son regard s'attardant sur chaque détail. Les plans étaient ingénieux, fonctionnels, peu coûteux, adaptables. Conçus pour les zones vulnérables, là où les murs tombent plus vite que les rêves. Comment as-tu eu cette idée? Souffla-t-elle, émue. Parce que si je n'étais pas parti en excursion ce jour-là, je dessinerais encore des systèmes pour Technéa, répondit-il. Il ne fallut pas longtemps pour que Technéa parraine le projet. Grâce au soutien de M. Delcourt, de Claire Morel, sa mère, et de Camille Estrade, son ancienne enseignante,
une équipe se constitua en quelques semaines. Ensemble, ils lancèrent un prototype, une école mobile, installable dans les quartiers oubliés, fabriquée à partir de matériaux recyclés, alimentée par l'énergie solaire. L'accès numérique était limité, mais suffisant. Il n'y avait ni uniforme ni examen, juste des cahiers ouverts et des questions libres. Le jour de l'inauguration, aucun discours n'eut lieu. On se contenta d'installer, à l'entrée, une simple plaque de bois, gravée à la main. Ici, personne ne vient pour répondre. Tous viennent pour découvrir. Sébastien était là, debout, discret comme toujours. Mais ce jour-là, sur son visage, pour la première fois, un sourire franc apparut. Quelques jours plus tard, de retour dans son école traditionnelle, un garçon s'approcha de lui pendant la récréation. « C'est vrai que tu es allé dans un autre pays ? » ?»« Oui. »« Et que tu as fait quelque chose que personne n'avait réussi ? » ?»« Pas exactement, » répondit Sébastien. Le garçon sortit un dessin plié dans sa poche. Il représentait une hélice reliée à des panneaux solaires. « J'ai fait ça. » Mais personne n'a compris ce que c'était. Sébastien observa le dessin, lui demanda la feuille, l'étudia attentivement. « Tu veux venir à la nouvelle école ?» L'enfant hocha timidement la tête. « Alors viens demain. Apporte ton cahier. » Mais alors que son propre univers s'élargissait, ailleurs, un autre monde sombrait dans l'obscurité. Dans un district voisin, une centrale énergétique venait de subir une panne imprévue. Les systèmes avaient gelé. Une défaillance structurelle de l'interface thermique avait plongé 2 hôpitaux et 3 quartiers dans le noir. L'État déclencha un appel d'urgence. Technéa fut alerté. Monsieur Delcourt ne perdit pas une seconde et appela. « Sébastien, on a un gros problème. » « Qui est sur place ? » 30 ingénieurs. Et aucun ne trouve l'erreur. Un silence suivit. « Alors je dois y aller. Il me faut juste mon cahier, et 3 enfants. » « Quoi ? Faites-moi confiance. » Quelques heures plus tard, Sébastien entra dans le centre de gestion de crise. Il avait son sac à dos. Derrière lui, 3 élèves de l'école mobile, tous âgés de moins de 13 ans. L'un savait coder, un autre comprenait les flux thermiques, et le dernier était capable de décrypter les erreurs matérielles les plus obscures. Alignés, silencieux, ils fixèrent les ingénieurs qui les observaient avec scepticisme. « Ce sont les renforts ? » lança quelqu'un avec ironie. « Non, » répondit Sébastien. « Ce sont ceux qui n'ont pas encore appris à avoir peur de se tromper. » En moins de 3 heures, ils trouvèrent la faille, un conflit dans les circuits thermiques combiné à une inversion du protocole de redémarrage. La centrale fut relancée. Les hôpitaux retrouvèrent la lumière. Un journal local titra ce soir-là. 4 enfants ont résolu ce que 30 adultes n'avaient pas pu. Mais Sébastien refusa les interviews. Il rentra simplement chez lui, ouvrit son cahier et écrivit. « Je ne suis pas un génie. J'ai juste eu la chance qu'on me laisse parler à temps. Maintenant, c'est à mon tour d'écouter les autres. » 2 années passèrent depuis l'incident à la centrale. Le nom de Sébastien Morel n'étonnait plus. Mais lui demeurait un mystère. Il déclina toutes les bourses internationales, refusa les contrats à plusieurs millions, ne parut jamais en couverture de magazine. Il demanda seulement une chose, du temps. Du temps pour observer. Pour construire. Pour écouter. Et surtout, pour partager ce qu'il avait appris, sans jamais l'imposer. Les écoles mobiles, nées d'un croquis dans un carnet, étaient désormais plus de 20. On les trouvait partout, dans des villages reculés, des quartiers défavorisés, ou des zones industrielles abandonnées. Tout affichait la même inscription à leur entrée. Ici, on ne vient pas pour savoir plus. On vient pour voir autrement. Sébastien visitait les classes sans prévenir. Parfois seul, parfois avec sa mère, Claire Morel. D'autres fois, accompagné de Martin Aponte, devenu à la fois son mentor technique et son ami le plus fidèle. Lors d'une de ses visites, il rencontra une fillette de 10 ans. Elle avait construit une turbine à l'aide de cuillères, de bouteilles en plastique et d'élastique. L'appareil, bien que rudimentaire, produisait une véritable étincelle. « Qui t'a appris cela ?» demanda-t-il. « Personne » répondit-elle. « Je l'ai rêvé cette nuit. » Sébastien hocha la tête, silencieux, et nota dans son carnet. Certaines idées arrivent avant même que quelqu'un sache qu'elles sont possibles. Pendant ce temps, Claire Morel dirigeait désormais le réseau national du projet.
Elle n'était plus seulement la mère d'un enfant incompris, mais la cheville ouvrière d'un système alternatif, où l'intelligence ne se mesurait pas par des notes, mais par des idées. Mais même au sommet de cette réussite, un murmure revint hanter Sébastien. Il existe encore des endroits où personne n'écoute. Puis une lettre arriva. Enveloppe grise. Sceau officiel. Tikna. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas remis les pieds là-bas. Ce n'était pas une invitation. C'était un avertissement. Un système de défense automatisé a échoué lors de sa phase finale. Impossible d'en identifier la cause. Protocole d'urgence activé. Certains ici pensent que tu devrais revenir. Sébastien posa la lettre. Sortit dans le jardin. Leva les yeux vers le ciel. Et écrivit. Une pensée devenue libre peut-elle revenir là où il n'y a que des portes fermées? Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il relut la lettre. Pensa aux enfants. Aux classes mobiles. À l'enfant qu'il avait été. Et il sut. Cette décision ne lui appartenait pas. Car s'il retournait à Tikna, ce ne serait pas seul. Et ce ne serait pas pour réparer une machine. Mais pour remettre en question toute une structure qui, autrefois, l'avait ignoré. L'entrée de Tikna était toujours la même, vitre brillante, couloir lisse, badge magnétique. Mais ce jour-là, tout avait changé. Les agents de sécurité chuchotèrent. C'est lui. Oui, mais ce n'est plus un enfant. Sébastien franchit les portes sans précipitation. Il ne portait ni sac ni carnet. Juste une mallette. Et 4 jeunes, tous issus de son réseau. Aucun n'avait plus de 17 ans. Claire marchait derrière lui. Le visage apaisé. Martin les attendait dans le hall. Ils sont nerveux là-haut, murmura-t-il. Certains ingénieurs pensent encore que tu n'as pas ta place ici. Moi non plus, répondit calmement Sébastien. Mais je suis venu. La salle de crise était pleine. Les visages tendus. L'alliance internationale était en jeu. La pression politique énorme. En voyant entrer Sébastien et son équipe, certains levèrent les sourcils. C'est une visite pédagogique? Ironisa un homme. Non, répondit Martin. Ce sont les analystes que Sébastien a choisis. Et ils sont ici, sur ordre direct de Monsieur Lefebvre. Sébastien s'avança. Se posta devant l'écran principal. Que savons-nous jusqu'à présent? Demanda-t-il. Et le silence, cette fois, n'était pas de défi. C'était le début d'un nouvel ordre. Une série d'échecs de redémarrage, des incohérences thermiques, des erreurs dans la couche de sécurité des capteurs, et toujours la même question suspendue dans l'air, pourquoi cela n'a-t-il pas encore été résolu? Parce que nous n'avons jamais trouvé le point d'origine, répondit calmement Sébastien. Il se tourna alors vers ses 4 compagnons, chacun d'eux prenant sans hésiter en charge une section du problème. En quelques minutes à peine, ils commencèrent à signaler des erreurs structurelles imperceptibles à l'œil nu, minimes en apparence, mais mortelles lorsqu'elles s'accumulaient. Leurs échanges étaient rapides, précis, presque silencieux, comme si une langue nouvelle les liait. L'un d'eux, à la voix grave malgré ses 14 ans, dit d'un ton posé. Vous essayez de contrôler ce système avec des paramètres humains. Mais il a déjà appris à s'auto-ajuster. L'erreur, c'est de croire qu'il a besoin d'un guide, comme s'il était aveugle. Un frémissement parcourut la salle. Des murmures d'étonnement, de crainte aussi. Un dirigeant demanda. Que propose l'équipe? Sébastien prit une inspiration lente et profonde. Ses yeux étaient calmes, ancrés dans une certitude nouvelle. Il faut réinitialiser le noyau logique. Non pas le reprogrammer. Ni le réparer. L'écouter. Le système dit qu'il ne fait plus confiance aux ordres qu'il reçoit. Il faut lui apprendre à décider, librement. Dans un cadre éthique. Un ingénieur fronça les sourcils. Tu veux dire, laisser une intelligence artificielle penser par elle-même? Sébastien secoua doucement la tête. Je ne dis pas qu'il faut la laisser penser. Il faut la laisser ressentir. Un silence dense et électrique tomba dans la pièce. Comme si tout venait de basculer, sans que personne ne sache encore dans quelle direction. Un ingénieur plus âgé se leva, les traits contractés par la colère. C'est absurde. Nous n'avons pas besoin de philosophie ici. Ce qu'il nous faut, ce sont des solutions techniques. Sébastien le regarda droit dans les yeux, sans arrogance, avec une force tranquille.
Et c'est peut-être pour cela que vous n'avez rien résolu depuis des semaines. Dans un coin de la salle, Claire Morel observait la scène. Elle n'intervenait pas, mais dans ses yeux brillait une lumière silencieuse. Ce n'était plus un enfant qu'elle voyait, mais une force née du doute et nourrie par l'écoute. Son fils n'était plus un rêveur aux idées étranges. Il devenait un moteur de changement, capable de plier l'acier des institutions sans hausser la voix. Monsieur Delcourt arriva quelques instants plus tard. Il écouta attentivement les propositions, ne posa aucune question superflue, et sans demander la moindre autorisation, il déclara simplement. Mettez en œuvre le protocole de Sébastien. Immédiatement. Les techniciens se levèrent d'un bond et commencèrent à exécuter les changements. Dans le tumulte organisé, Sébastien rouvrit sa mallette, en sortit un carnet vierge, et le posa au centre de la table. Sur les pages, un nouveau design, une interface inédite, non pas pour séparer l'humain de la machine, mais pour les faire dialoguer véritablement. Laura Garnier s'approcha, curieuse. C'est ça, la suite? Non, répondit-il simplement. Ce n'est que le pont. La suite n'a pas encore de plan. Quelques minutes plus tard, les écrans s'illuminèrent. Le système se stabilisa. Tout se remit à fonctionner. Mais personne n'applaudit. Car ce qui venait de se passer n'était pas une victoire technique. C'était un avertissement silencieux, l'avenir ne pouvait plus être contrôlé. Il devait désormais être accompagné. Une semaine après la restauration du système OERA, un nouveau calme régna sur Technéa. Mais ce n'était plus le même silence. Il était plus épais, plus conscient. Dans les couloirs, les voix se faisaient basses. Les réunions commençaient sans bruit, les yeux levés vers des horizons nouveaux. Quelque chose avait changé. Sébastien, lui, ne demanda ni reconnaissance, ni poste, ni récompense. Il laissa simplement son carnet sur le bureau de Monsieur Delcourt, et dit. Ce qui vient après, n'a plus besoin de moi. Tu en es sûr? Demanda Monsieur Lefebvre. Sébastien sourit. Oui. Parce que maintenant, ils écoutent. Et il partit, sans applaudissements, sans caméra, sans discours d'adieu. Il rentra chez lui, aux côtés de Claire, comme toujours. Elle ne posa aucune question. Elle marcha juste à ses côtés, avec cette tendresse silencieuse qui sait quand il ne faut rien dire. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à dormir, Claire lui apporta une tasse de thé fumant. Elle le regarda doucement et demanda. Et maintenant, que vas-tu faire? Ce que je faisais avant qu'on me voie. Chercher des questions que personne ne s'est encore posées. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence à Paris sur l'innovation, son nom fut mentionné. Le professeur Vallot déclara devant une salle comble. Médina n'est pas un génie. C'est une faille. Un espace par lequel quelque chose de nouveau est entré, sans demander la permission. Et tous comprirent. Les carnets de Sébastien commencèrent à circuler anonymement. Numérisés par ses anciens élèves, traduits sur des forums, reproduits dans des salles de classe discrètes à travers le monde. Personne ne savait s'il avait donné son accord. Mais personne n'osait les arrêter. Parce que sur chaque page, dans chaque ligne, il y avait plus que des solutions. Il y avait la liberté. Dans une de ces classes, un enfant construisit un petit appareil capable de prédire les orages. Avec une simple boîte en aluminium, des capteurs recyclés et beaucoup d'intuition. Il leva les yeux, incertain. « Tu crois que ça va marcher ?» Sébastien le regarda longuement, puis sourit. « Et si ça ne marche pas aujourd'hui, je peux réessayer demain. » Non. Il hésita, surpris. Non, c'est quelque chose de différent. L'histoire de Sébastien Morel ne se termina ni par une médaille, ni par une statue, ni par une fondation. En vérité, on ne sut jamais si elle se termina vraiment. Car elle se poursuivait entre les mains des autres. Dans chaque carnet ouvert. Dans chaque enfant qui osait poser une question. Dans chaque enseignant qui osait écouter sans corriger. Même si son visage disparut des journaux, sa présence, elle, ne s'éteignit jamais. Elle resta là, comme un moteur silencieux, comme une question vivante, comme une flamme qui ne brûle pas, mais qui éclaire.